Avec ce vidéo du chapitre 45 de mes notes de cours, je débute maintenant la partie qui correspond à la section 4.2 de Séguin sur la loi de Faraday. Avant de résoudre des situations, de répondre à des questions dans Séguin, on va aller voir qu'est-ce que contient mon résumé versus l'aperçu de Séguin. Dans mes résumés de notes de cours pour le chapitre 45, la partie qui correspond à la section 5.2 est à la deuxième page du résumé. Je vous invite en même temps à ouvrir le livre de Séguin à la page 429. Donc, cette partie-là, qui s'intitule dans Séguin la loi de Faraday, M. Faraday est venu mettre les mathématiques, les chiffres associés à ce qu'on avait vu au niveau de la loi de Lenz, là, le I induit, puis qui s'expliquait avec une variation de flux magnétique. La loi de Faraday vient nous mettre des chiffres dans tout ça. Dans un premier temps, avant de voir la loi de Faraday comme telle, il faut mathématiser qu'est-ce que le flux magnétique comme tel. Donc, même symbole qu'on avait pour le flux électrique, au lieu d'être la lettre grecque phi majuscule avec un petit e, c'est phi majuscule avec un petit m. C'est une combinaison du champ magnétique et de l'air d'un cadre. Comme pour le champ électrique, c'est la partie qui est perpendiculaire, qui peut être attrapée par le cadre, qui va être comptabilisée. Le produit scalaire, par définition, c'est le module de B du champ magnétique, le module de A, l'air du cadre, et l'angle entre les deux. Et faire ça, quand on combine B avec le cos de l'angle entre les deux, ça revient à dire qu'on va prendre juste la partie perpendiculaire du champ magnétique, puis qu'on va la multiplier par l'air du cadre. Donc moi, c'est peut-être la version que je préfère le plus, que je trouve qu'il y a plus de sens physique à ça. Et c'est très similaire à ce qu'on avait pour le flux électrique. Les unités sont différentes, cependant, parce que c'est pas du champ électrique, c'est du champ magnétique. Ici, je vais avoir du champ magnétique en Tesla. Le A, c'est de l'air en mètres carrés. Donc, fondamentalement, c'était des Tesla multipliés par des mètres carrés. Et on a donné une définition à une personne qui a probablement étudié beaucoup le flux magnétique, M. Weber. Donc, on a appelé cette combinaison-là Tesla mètre carré le Weber. Et là, on avait besoin de cette grandeur physique-là qu'on appelle le flux magnétique pour expliquer le courant induit et la force électromotrice, donc induite, parce que s'il y a un courant, c'est parce qu'il y a une force qui met en mouvement les électrons, donc le E induit en volts. On a réussi à expérimenter, à démontrer que ce qu'on observait comme force électromotrice induite était égal à la valeur absolue, donc juste pour dire que quand on fait une force électromotrice, je vous rappelle, quand on avait une force électromotrice d'une pile ou d'une source de courant, on dit toujours que cette force électromotrice-là est positive. Son voltage, on donne un chiffre positif. On ne dit pas qu'une pile a moins 4 volts ou qu'une source de courant fournit moins 10 volts. Elle fournit toujours un chiffre positif. Donc, c'est pour ça qu'on a la valeur absolue ici. Et c'est la valeur absolue de quoi? C'est la valeur absolue de la dérivée du flux magnétique. Et ça vient être conforme, cette expression-là mathématique, est conforme à ce qu'on expliquait avec la loi de Lenz, qu'il fallait une variation de quelque chose pour produire quelque chose. La physique réagissait pour contrer cette variation-là. Donc, ce n'est pas le flux magnétique qui induit une force électromotrice, c'est cette variation-là de flux qui induit une force électromotrice. Et quand je dis cette phrase-là, comment exprimer ça mathématiquement? C'est par la dérivée. Donc, la dérivée de quelque chose va produire autre chose. J'ai toujours dit qu'on ne faisait pas de dérivée ni d'intégrale dans mes cours. C'est vrai, puis on va résoudre des problèmes sans faire pratiquement de dérivée. Parce qu'une dérivée peut être vue aussi comme une variation. Puis quand cette variation-là est constante, c'est qu'on a une dérivée constante. Donc, la variation du flux divisé par la variation de T, on peut calculer une force électromotrice que j'appellerais moyenne quand on utilise plutôt cette formule-là. C'est sûr que ça ne me donne pas la force électromotrice instantanée qui existe à tout moment, mais ça me donne une force électromotrice moyenne induite. Et si par hasard cette variation-là, comme je le mentionnais, est constante, c'est plus qu'une moyenne que ça te donne la réponse. Donc là, j'ai mis la même formule, mais ça, c'est si le flux
varie, puis cette variation-là n'est pas constante. Puis ici, j'ai la même formule, mais si cette variation-là est constante, ben, c'est même pas une moyenne que j'obtiens, c'est la réponse absolue qui existe en tout temps. Bon, on va les utiliser là, pour bien comprendre la subtilité qu'il y a entre ces deux formules-là. Cette subtilité-là est représentée en bas, expliquée une deuxième fois en bas ici, si on veut, par purement mathématique, mais quand on prend la dérivée d'une fonction puis que cette dérivée-là est constante, donc de prendre les outils mathématiques dérivés qui sont un petit peu plus durs à utiliser, là, de faire un calcul de dérivée, mais quand la dérivée est constante, la dérivée est égale à la variation en termes de delta. Donc, quelque chose que j'avais des outils mathématiques avancés à utiliser, ben, je peux prendre des outils simples, dire, ben, si je veux calculer la dérivée, je peux prendre delta y sur delta x, y final moins y initial sur x final moins x initial, puis ça va me donner la même réponse. Mais ça, c'est vrai quand la dérivée est constante. Bon, allons maintenant résoudre des problèmes, puis ça va nous apparaître plus clairement dans ces choses, ces concepts-ci.